Hey, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo face cam. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que c'est pas arrivé, donc je suis très contente. Je reviens pour ma vidéo livresque du mois. Cette vidéo, c'est mon bilan lecture du printemps 2021, donc c'est une vidéo que j'avais très hâte de faire parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. J'en ai 15 il me semble, donc il y a des romans, de la non-fiction, des essais, des BD, des mangas. Vraiment, il y a de tous les genres et de tous les styles, donc j'espère que ça vous donnera peut-être des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu certains des livres que je vais présenter, votre avis si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi. Et puis j'espère vous donner quelques envies pour que vous puissiez profiter de ces lectures. Alors comme je l'ai dit, il y a 15 livres, donc on va commencer sans plus tarder. Je vais le faire dans l'ordre chronologique et on va commencer avec les deux derniers tomes de la trilogie Grisha de Lee Bardugo, ici que j'ai dans la collection Le Livre de Poche, et qui est une saga dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, que ce soit pour la série Shadow and Bone qui est sortie sur Netflix ou quand je vous ai fait mon dernier point lecture, je pense, pour vous présenter le tome 1. Donc je vais pas vous refaire un résumé honnêtement parce que ça va être un peu long, mais n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de manière générale. Mais honnêtement, j'ai plutôt aimé ces tomes, ce sont pas des coups de cœur. J'ai donné au tome 2 la note de 4 sur 5 et au tome 3 la note de 4,25 sur 5 sur Goodreads. Mais en fait, j'avais beaucoup d'a priori sur ces tomes parce que j'avais entendu beaucoup de commentaires négatifs et finalement j'ai été plus qu'agréablement surprise. Je trouve que ce sont des livres qui sont très rapides à lire parce que dans la manière dont c'est écrit, etc., c'est juste un plaisir. Et puis surtout dans le tome 2, on rencontre le personnage de Nikolai dont j'avais énormément entendu parler. J'en avais peut-être un peu trop entendu parler parce que du coup je me suis vraiment doutée de quand est-ce qu'il arrivait. Je connaissais un petit peu ses traits de caractère, etc. Donc peut-être que ça m'a un tout petit peu gâché la découverte de ce personnage qui est génial. Mais franchement, c'est un personnage que j'adore et qui apporte beaucoup de choses, je trouve, à la saga. Et puis contrairement à beaucoup de personnes, j'ai l'impression personnellement, j'adore le personnage d'Alina. Je trouve qu'elle est vraiment humaine et malgré ses décisions qui peuvent nous sembler un peu décevantes parfois, je trouve que ce sont des décisions qui sont quand même cohérentes avec sa personne. Donc moi c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, donc forcément comme c'est le personnage principal de l'histoire, c'est un point positif. J'ai été un peu déçue de la fin du tome 2, mais finalement ça s'arrange très vite dans le tome 3 et du coup ce sont quand même de très bonnes lectures. Et puis surtout je voulais absolument les lire avant la sortie de la série Shadow and Bone sur Netflix. Du coup c'était chose faite, je suis trop contente d'avoir pu le faire. Et je vous conseille cette saga si jamais vous l'avez lue. Et si vous voulez regarder la série, vous pouvez quand même, ou si vous avez déjà regardé la série, vous pouvez quand même lire cette saga je pense parce que la série c'est pas un copier-coller de la saga, il y a des scènes si, mais comme c'est un mélange avec une saga dont je vais vous parler après, ça reste agréable. Après avoir terminé la saga Grisha, j'avais envie de faire une petite pause dans la fantasy et donc j'ai décidé de lire un manga et de lire Nos temps contraires de Jin Toriko aux éditions Akata. Dans cette histoire, l'humanité ne peut plus vivre sur Terre et s'est donc réfugiée dans des cocons spatiaux qui ont le nom des capitales qu'on connaît sur Terre et dans lesquels les humains vivent actuellement. Nous, on va suivre 4 personnages, c'est Arata, Tara, Kaisar et Louis, qui sont ce qu'on appelle des enfants précieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des enfants qui ont des gènes qui sont plus propices à vivre dans l'espace et qui donc vont vivre plus longtemps. Ce qui explique que malgré leur âge quand même de 20 ans, ils ont l'air d'adolescents prépubères. Et ces 4 jeunes vont rencontrer une jeune femme un petit peu particulière puisque c'est une femme aux longs cheveux verts qui est atteinte d'une maladie appelée maladie de Daphné. Et à partir de là, beaucoup de choses vont changer pour eux. Je dois vous avouer que le premier chapitre, j'étais un petit peu perdue, je trouvais que c'était un peu flou, on comprenait pas tout, mais très vite, au fur et à mesure des chapitres, en fait, tout s'éclaire et ça devient extrêmement intéressant. C'est un très très bel univers, je trouve, où on suit un peuple qui vit dans des cocons spatiaux, mais qui est vraiment nostalgique de la vie sur Terre, et les destins, la manière dont l'histoire est racontée fait que ça nous rend nous-mêmes nostalgiques. Il y a une mélancolie dans toutes les pages, dans tous les chapitres, que j'ai trouvé très agréable et très belle. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis sentie nostalgique, j'ai été émue par ce texte et vraiment, j'ai hâte, je pense, de lire la suite. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, mais je trouve que c'est un très bon premier tome, très intriguant surtout, j'ai envie d'en savoir plus. Et en plus, j'avais un petit peu peur parce que c'était un manga qui me donnait envie, mais en même temps, le mélange de shoujo science-fiction, ça me faisait un peu peur, j'étais intriguée, mais à la fois un peu déroutée peut-être, ça m'attirait pas forcément. Mais finalement, je trouve que c'est une réussite, donc si vous voulez un manga assez original, je vous conseille celui-ci. Et puis je vous ai dit que avant la sortie de la série Shadow and Bone, je voulais absolument lire et Grisha et Six of Crows, donc ça a été chose faite. J'ai lu la duologie de Six of Crows de Lee Bardugo aux éditions Le Livre de Poche encore une fois, et cette duologie a été un coup de cœur. Les 2 tomes vraiment, j'ai adoré. Je vais vous faire le petit topo du résumé.
En gros, tout se passe dans la ville de Ketterdam, et même plutôt dans les bas-fonds de Ketterdam, dans lequel il y a des gangs rivaux qui s'affrontent, et parmi ces gangs se trouve un homme à la fois très jeune et très ambitieux, Cass Breaker, personnage extrêmement charismatique mais aussi et surtout extrêmement dangereux, qui va être prêt à tout pour l'argent et va donc accepter la mission que va lui donner un riche marchand qui lui demande d'aller récupérer un prisonnier dans le Palais de Glace, prison réputée pour être imprenable, parce que ce prisonnier en fait c'est l'inventeur du Jurdaparem, une drogue capable de multiplier les pouvoirs des Grisha, et donc une drogue qui, tombée entre les mauvaises mains, pourrait entraîner un chaos irréversible. Est-ce que déjà ça vous donne pas trop envie? Enfin vraiment, moi j'ai adoré l'histoire, je l'ai trouvé super originale, je trouve que c'est un plot vraiment bien construit et assez créatif. Et puis surtout, est-ce qu'on peut parler des personnages? Ils ont des personnalités qui sont toutes assez atypiques. On a un groupe dynamique, on a l'écriture de Leigh Bardugo que vraiment j'adore. On a des romances qui sont très très bien écrites, enfin j'ai trouvé, sans qu'elles prennent trop de place dans l'histoire, mais je trouve qu'elles apportent vraiment quelque chose en tout cas. Je sais que le premier tome, j'avais commencé, j'avais lu 3 chapitres et j'avais dû faire une pause de quelques jours, mais quand je l'ai repris, vraiment impossible de m'arrêter. On a envie de savoir ce qui se passe, parce que c'est un plan d'évasion qu'il faut construire avec plein de plans B, plan C, plan D, pour faire face à toutes les situations. Et Leigh Bardugo, elle construit ça d'une manière parfaite. Tout est une question de jeu d'esprit et je trouve que c'est assez brillant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait de la représentation de personnages de couleur, personnes LGBT+, des femmes badass. Il y a un personnage principal qui a un handicap physique, il y a un personnage dyslexique dans de la fantasy. Ok, j'ai pas tout lu, mais j'ai pas l'impression que ce soit super fréquent non plus. On sent que c'est intégré dans l'histoire, mais sans la volonté de l'intégrer, juste c'est normal, c'est comme ça, on se pose pas de questions. Ça se dévore et puis vous allez découvrir 6 personnages principaux qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Et voilà, j'ai adoré cette duologie, je ne vais pas en dire plus et on va pouvoir passer à la suite. Et après avoir lu ces 2 tomes de fantasy qui sont quand même assez conséquents, j'avais envie d'une petite pause et j'ai donc lu la BD Dans les yeux de Lia, le tome 2 sur les traces du coupable de Cuna et Carbone aux éditions Dupuis. Alors, je vous en ai également déjà parlé du tome 1, je vous fais un résumé rapide. Lia, qui est le personnage principal, a été victime d'un accident dans lequel elle a perdu l'usage de ses jambes, et puis elle va mener une enquête pour essayer de retrouver qui est le coupable. Voilà, ça c'est le topo très très rapide. J'avais adoré le tome 1. Ici, j'adore toujours autant les dessins, les personnages, une merveille, la colorimétrie, trop belle, mais j'ai été un petit peu moins enthousiasmée par ce tome que par le tome précédent. Je l'ai trouvé un peu lent en fait, c'est le seul reproche que je peux lui faire. C'était un bon tome, c'était agréable à lire, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas non plus le tome du siècle. J'ai hâte de lire le dernier tome, qui est le tome 3, qui est déjà sorti d'ailleurs. Il me semble que c'est le dernier, donc j'espère qu'il y aura plus de révélations, et surtout qu'il sera un peu plus entraînant que celui-ci. Et puis en parallèle de ces lectures, j'ai aussi lu un essai féminisme, l'essai de Mona Chollet, Beauté fatale, aux éditions La Découverte Poche. J'ai pris pas mal de temps à lire ce livre parce que je voulais vraiment m'imprégner de ses idées, etc. Donc j'ai dû mettre un petit mois à le lire. Et comme vous pouvez le voir au nombre de post-it qui est plutôt conséquent, j'ai appris beaucoup de choses, ou du moins approfondi beaucoup de connaissances dont j'avais simplement des petits prémices. Donc je trouve que c'est un essai très bien, je savais pas quoi dire. C'est un essai qui traite des méfaits de la beauté comme idéal de la société contemporaine. En abordant évidemment des sujets un petit peu évidents, que ce soit l'obsession pour la minceur, la chirurgie esthétique, les troubles du comportement alimentaire, mais aussi en abordant des aspects peut-être un peu plus subtils auxquels on ne pense pas forcément ou même qu'on ne connaît pas. Par exemple le heat bag ou encore l'utilisation des lumières assez crues dans les espaces publics. Bref, cet essai aborde beaucoup de choses différentes. Je trouve que c'est une analyse qui est riche, qui est intéressante, qui est complète et qui en plus de ça reste assez originale. J'ai beaucoup aimé le ton qu'employait Mona Chollet. Je trouve qu'elle utilise une ironie qui est assez drôle en fait, qui est assez agréable et qui est plutôt très bien dosée, en tout cas dans mon opinion. Elle a un style qui est vraiment prenant et c'est moi-même qui me mettais des pauses parce que je trouve qu'on a presque du mal à s'arrêter de lire malgré les horreurs qui sont racontées. C'est un ouvrage qui est extrêmement sourcé, qui a beaucoup de références. Ça m'a donné envie d'en lire quelques-uns. Bon, pas tous les magazines féminines que Mona Chollet a épluchés. Franchement, je l'admire d'avoir lu autant d'exemplaires d'elle parce que
je ne pourrais pas. Mais je recommande à toutes les personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent un peu peut-être comprendre le rôle de la beauté dans notre société actuelle. C'est un essai qui date de 2007 il me semble et que franchement je trouve toujours extrêmement d'actualité. Alors il y a des évolutions, certes avec l'apparition de nouveaux réseaux sociaux etc. qui ont encore ajouté une nouvelle dimension. Il reste quand même extrêmement d'actualité et je pense peut-être faire une vidéo dédiée à ce sujet en discutant de certains points et en les mettant en comparaison avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et attention, on termine avec la première pile de livres. Waouh! On a encore une suite de saga qui, cette fois, est une suite de fantasy. C'est le tome 2 du Prince Cruel, Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai adoré, mais vraiment adoré le premier tome du Prince Cruel. Je pense que c'est ma saga préférée de fantasy pour le moment, parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Pour faire le speech rapidement, on suit le personnage de Jude, qui est une humaine dont les parents ont été assassinés quand elle était jeune, et elle a donc été amenée par l'assassin de ses parents dans le monde des faées avec ses sœurs. Et puis elle va devoir apprendre à vivre dans ce monde des faées, parce que les faées sont en fait des sortes d'humanoïdes, mais en fait avec des pouvoirs magiques qui les rendent déjà immortels et aussi accessoirement très puissants, contrairement à une humaine qui du coup est un petit peu à la merci de ses faées. Et donc elle va devoir apprendre à vivre dans ce monde, à se battre pour essayer de survivre. Dans le premier tome du Prince Cruel, il va y avoir une haine entre Jude et Cardan, qui est donc un prince cruel, puisque c'est l'héritier du trône, qui éprouve une profonde haine envers le personnage de Jude et va tout faire pour rendre sa vie difficile. Et en fait, tout va tourner autour d'intrigues politiques, ce que j'apprécie énormément, vraiment. Mais alors ce deuxième tome, franchement, je pensais pas que c'était possible de faire mieux que le premier tome, et pourtant Holly Black l'a fait. Ce tome 2 est un énorme coup de cœur encore une fois. Surtout, il ne subit pas la malédiction des tomes 2 dans les trilogies, qui fait que souvent c'est un tome un peu de transition où il se passe pas grand chose. Alors là, il s'en passe des choses, mais il se passe énormément de choses. Il y a des rebondissements sur rebondissements sur rebondissements, et j'avais beau essayer de deviner, je me suis trompée à chaque fois. Alors soit je suis débile, soit c'est très très bien fait, mais cette fin de deuxième tome, comment vous dire que j'attends le tome 3, mais je pense que c'est le livre que j'attends le plus, et j'hésite à m'acheter la trilogie en anglais, parce que j'ai très envie déjà de commencer à lire des livres en VO, mais surtout parce que j'ai envie de lire le tome 3 tout de suite. Vraiment lisez cette trilogie si vous aimez la fantasy, si vous aimez un petit peu les enemies to lovers, moi ça me plaît. Après Le Roi Maléfique, j'ai enchaîné avec un petit essai écologique d'une centaine de pages, Le changement climatique expliqué à ma fille de Jean-Marc Jancovici aux éditions Seuil. C'est la nouvelle édition augmentée parce qu'il était sorti une première fois en 2009 il me semble, et là c'est une édition avec les nouvelles informations mises à jour de 2017. Cet essai, je suis un petit peu mitigée, dans le sens où je pense qu'il est vraiment génial pour les personnes qui n'y connaissent rien, les jeunes ou les moins jeunes mais qui n'ont aucune culture climatique, culture environnementale, puisque ça explique vraiment en fait les bases du changement climatique pour comprendre un petit peu tous les problèmes qui existent à ce sujet. Il est assez complet pour un petit ouvrage de 100 pages, mais en même temps, pour quelqu'un qui est déjà un petit peu renseigné, il m'a rien appris et rien apporté de particulier. Les plus, il est très complet, il est très simple puisqu'il est écrit pour être accessible à un public jeune, et le fait que ce soit construit sous forme de dialogue fait que ça simplifie et ça fluidifie la lecture, donc c'est assez agréable et surtout assez rapide à lire sans que ce soit lourd malgré toutes les informations qui peuvent être fournies. D'un autre côté, il y a quand même des points négatifs, à commencer par le fait que certes c'est simple, mais c'est peut-être un peu trop simplifié à mon goût quand même. Ensuite, il y a le ton employé aussi qui me plaît pas trop. Enfin, c'est fait exprès que le ton utilisé, puisque c'est une discussion père-fille, mais ça m'a quand même un peu dérangé perso, je sais pas trop pourquoi, c'est juste mon avis. Enfin, je trouve que il y a clairement un manque de sources. Encore une fois, c'est normal, le but c'est pas de surcharger le texte avec trop d'informations, mais là il y a aucune note de bas de page, aucune note à la fin du livre pour donner quelques sources. Je trouve que c'est quand même important de sourcer dans ces cas-là. Après, encore une fois, c'est que mon avis. Pour conclure, j'ai trouvé que la conclusion de ce livre était un peu dure. Alors personnellement, je suis pas dans la team tout va bien se passer, youpi, on fait comme on veut, on continue comme ça. Mais je trouve que pour un livre qui est destiné à des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, qui sont peut-être plutôt jeunes, avoir une conclusion aussi fataliste, ça peut être dur, sachant qu'il n'y a pas vraiment de propositions qui sont faites pour éviter de faire face au cataclysme qui nous attend. Ça reste une bonne lecture, encore une fois, si vous y connaissez rien en termes de changement climatique, je vous conseille cet ouvrage, vous allez en apprendre beaucoup, mais pour moi c'est un 2,5 sur 5, je suis plutôt mitigée. Et puis j'ai enchaîné avec de la science-fiction cette fois, en lisant le premier tome d'Aurora Squad, alors en anglais je crois qu'il s'appelle Aurora Rising, de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Ça se passe en 2380 dans l'espace, puisque
l'humanité, je crois que maintenant elle est entièrement dans l'espace. Et dans cet espace, il y a des jeunes qui sont formés pour en gros être capables de gérer une équipe pour se déplacer dans l'univers, etc. Parce qu'on a découvert des extraterrestres, du coup il y a des enjeux politiques, il y a plein de peuples différents, il y a des guerres, il y a des traités, etc. Donc il faut former des humains pour être capable de gérer tout ça. Et Tyler, qui est censé devenir un nouveau chef d'escadron, va, la veille de son affectation, partir se balader dans l'espace pour se détendre un petit peu et tomber sur une jeune fille cryogénisée depuis un paquet d'années. Il va la sauver d'une mort certaine. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce que du coup, à cause de tout ce qui se passe, Tyler va louper son affectation. Du coup, il va se retrouver avec une équipe un petit peu de bras cassés dans son escadron qui vont avoir comme mission en fait un petit peu de protéger cette jeune fille cryogénisée depuis 200 ans puisqu'il semblerait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à sa poursuite. J'ai aimé cette lecture, j'ai passé un très bon moment, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus une lecture parfaite, j'ai quelques trucs qui m'ont pas plu et particulièrement le fait que certains personnages étaient un peu clichés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire, concrètement, tout repose sur les personnages et les personnages restent en majorité absolument géniaux. Mais il y en a quelques-uns qui sont un peu clichés dans leurs réactions, dans leurs actions, et du coup parfois ça me saoule un peu, mais de manière générale j'ai beaucoup aimé les personnages. Étant donné que les personnages sont quand même la clé de toute l'histoire, j'ai trouvé que c'était une super réussite. Je pense que c'est une bonne lecture, mais j'attends vraiment de lire la suite pour savoir si du coup j'accroche vraiment avec la trilogie, ou si juste c'était un bon premier tome, mais sans plus. Et ensuite, en tant que bonne lectrice de young adulte, de fantasy, etc., je me devais d'avoir lu au moins une fois dans ma vie Un palais d'épines et de roses par Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Tout se passe dans un monde qui est divisé en deux par un mur entre le monde des faées, encore une fois ce sont des faées, donc c'est un peu des métamorphes qui ont des pouvoirs, en gros. Dans la partie supérieure, qui est la plus grande partie, les faées vivent entre eux, et dans la partie sous le mur, les humains vivent entre eux. On suit le personnage de Fer, qui est une jeune fille qui a un peu sa famille à sa charge, puisque ses deux sœurs sont plutôt fainéantes, son père il est handicapé, et donc c'est elle qui s'occupe de les nourrir, de gérer la maison, etc. Un jour, la situation fait que c'est vraiment compliqué, et elle a du mal à trouver de quoi se nourrir dans la forêt où elle chasse habituellement, donc elle va s'enfoncer un peu plus dans la forêt et se rapprocher du mur, de la limite entre le monde des humains et le monde des faées, et elle va se trouver face à face avec un loup géant qu'elle va tuer parce que elle en a besoin pour sa fourrure, pour récolter de l'argent, etc. Et en fait, il va s'avérer que ce loup géant était un grand faé. Sauf qu'il existe un contrat dans le monde qui dit que pour une vie humaine volée, il doit y avoir une vie faé et inversement. Et donc, vu que Fer a volé la vie d'un grand faé, et il y a un autre grand faé qui va venir la récupérer. Et il va lui poser un ultimatum, soit il la tue directement, soit Fer l'accompagne dans sa cour. Et donc Fer va décider de l'accompagner, ce qui est plutôt logique, je pense, elle a pas envie de mourir. Donc elle va le suivre, et puis elle va arriver dans la cour du printemps, et elle va découvrir que dans cette cour, il y a une malédiction en fait, puisque toutes les personnes qui vivent dans cette cour, déjà il y en a pas beaucoup, ils ont un masque sur eux qu'ils peuvent pas enlever parce qu'ils ont été victimes d'une malédiction lancée par une sorte de reine maléfique. Et en fait, on va comprendre que c'est peut-être un peu Fer la clé pour libérer les faées de la cour du printemps de cette malédiction. Et dans la deuxième partie du roman, Fer va devoir faire face un petit peu à la colère de cette reine maléfique, et elle va donc devoir faire des épreuves un peu à la Hunger Games. Personnellement, j'ai dévoré ce livre en moins de 24 heures. J'ai adoré le côté épreuve, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis juste peut-être un peu déçue d'avoir eu autant d'attentes parce que vraiment, n'importe qui suit un petit peu assidûment Booktube, Bookstagram, etc. a entendu parler de ce livre, donc j'avais énormément d'attentes, peut-être un peu trop, et du coup ça a peut-être gâché certains moments de ma lecture aussi, puisque il y avait des choses dont je me doutais à l'avance, et du coup ça a perdu en surprise, ce qui est un peu déplorable quand même. J'ai trouvé que c'était un peu prévisible de manière générale, mais je vais pas mentir en disant que j'ai pas passé un bon moment. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 je pense, et surtout, je meurs d'envie de lire le tome 2 parce que Un palais de colère et de brume, il me semble, c'est le tome préféré de tout le monde. Je pense que c'est un classique de la fantasy young adulte que je me devais de lire, et je lirai la suite avec plaisir. Et ensuite j'ai lu un tout petit livre qui regroupe 2 essais de Chimamanda Ngozi Adichie, l'essai Nous sommes tous des féministes et aussi Danger de l'histoire unique. Ce sont 2 textes qu'en fait elle a présentés en TEDx et qui sont retranscrits dans ce petit ouvrage aux éditions Folio. C'est 2 essais qui, je pense, sont à mettre entre toutes les mains. Déjà parce que c'est simple à lire et que avec humour, cette femme retranscrit sa propre expérience sur sa vie aux États-Unis, sa vie dans son pays natal, le Nigeria.
Nous sommes tous des féministes, c'est un essai intelligent qui aborde la place des femmes en tant qu'êtres humains au même titre que les hommes, en discutant de tradition, d'éducation, du rôle des femmes dans la société actuelle, mais aussi comment, avec une éducation différente, ça pourrait être différent. C'est un premier texte déjà que j'ai adoré, et puis le deuxième sur le danger de l'histoire unique. C'est plein d'exemples, c'est simple à comprendre, c'est juste dans les mots, et c'est toujours avec une petite touche d'humour, mais tout en restant très vrai. Donc vraiment, je pense que c'est à mettre entre toutes les mains, hommes comme femmes. Je vous conseille ce petit ouvrage, surtout qui coûte seulement 2 € et qui se lit très très vite. Et si vous voulez pas le lire, bah il y a les TEDx qui sont disponibles et que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et ensuite, incroyable, j'ai enfin lu quelque chose que je voulais lire depuis longtemps, de la poésie contemporaine. Alors je lis très peu de poésie, même si j'aimerais m'y mettre, et j'ai commencé par un recueil de poésie qui est très influenceuse 2016, vous voyez, c'est Lait et miel, ou Milk and Honey, de Rupi Kaur, aux éditions Pocket. C'est un petit recueil qui en fait retrace des petites histoires de la vie quotidienne d'une femme, de la femme qui est Rupi Kaur, qui accompagne ses poèmes de petits dessins, mais aussi d'une honnêteté et d'une authenticité assez touchante. C'est en fait un récit d'expériences quotidiennes et collectives que je trouve vraiment émouvant. Et j'ai beaucoup aimé, franchement. Le recueil se découpe en 4 parties, souffrir, aimer, rompre et guérir. Je pense que ma partie préférée c'est la partie guérir, même si honnêtement j'ai aimé un peu de tout dans chaque. Et je pense que je lirai ses autres ouvrages à Rupi Kaur parce que j'ai bien aimé. Encore une fois, j'aimerais essayer aussi de lire des poésies classiques parce que j'ai envie de parfaire ma culture poétique. Voilà. Et ensuite j'ai lu une BD qui est complètement barré puisque c'est Il faut flaguer Ramirez, acte 1 de Nicolas Pétrimo aux éditions Glénat. Comment vous résumer cette BD? C'est extrêmement dur franchement à faire, mais en gros on suit le personnage de Jack Ramirez qui est un muet quadragénaire qui travaille dans une entreprise d'aspirateurs, c'est le pro des aspirateurs, il sait comment réparer les aspirateurs, etc. Mais en fait il s'avère que derrière son personnage se cache peut-être l'un des assassins les plus connus du Mexique. Du coup c'est une sorte de thriller un peu loufoque, très loufoque même. On va voir comment Ramirez, qui travaille dans une entreprise d'aspirateurs, va se retrouver à devoir faire face au cartel mexicain. C'est complètement barré, franchement c'est complètement barré. Je crois que j'ai pas vraiment accroché avec l'histoire. Je lirai peut-être la suite parce que je suis intriguée, mais... Oula. Je lirai peut-être la suite parce que je suis intriguée, mais pour moi ça a pas vraiment fonctionné. Par contre, déjà je félicite l'auteur parce que je crois que c'est l'auteur qui a tout fait, de la construction du scénario, au dialogue, au dessin, etc. Et c'est vraiment beau par contre à regarder. Il y a des scènes qui ressemblent à des scènes de cinéma, c'est la beauté cinématographique est là, les colorimétries, un peu tout dans les tons orange, etc. qui rappellent un peu le côté cartel mexicain, etc. J'ai beaucoup aimé. C'est juste l'histoire qui pour moi ne m'a pas plu, mais je sais que c'est une BD qui marche beaucoup, donc je pense que ça peut plaire à des gens, et puis surtout c'était vraiment original, donc voilà, j'essaierai sans doute de lire la suite. Et puis le dernier livre en date que j'ai lu, c'est un livre que j'ai lu pendant mon voyage à Toulouse et qui a été une énorme claque, vraiment, un énorme coup de cœur, c'est My Absolute Darling de Gabriel Talant aux éditions Gallmeister. Gabriel Talant porte très très bien son nom pour le talent incroyable qu'il a et qu'il a réussi à transmettre au travers de son œuvre. Avant tout, je tiens à vous prévenir, si vous voulez lire cette œuvre, renseignez-vous peut-être sur les trigger warnings si vous savez qu'il y a des sujets qui sont un petit peu difficiles pour vous, parce que vraiment, il y en a un paquet à mon avis pour cette histoire. Pour vous faire un petit résumé, on suit Turtle qui, à 14 ans seulement, arpente les bois de la côte californienne avec pour seul compagnon son fusil et un couteau. Mais s'il semble que le monde extérieur s'ouvre alors à elle avec toute son immensité, son univers familial quant à lui est plutôt fermé et très menaçant. En effet, Turtle elle a grandi seule sous la prise d'un père charismatique mais surtout abusif, et ce jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen un peu blagueur que Turtle intrigue. En quelque sorte, poussée par cette amitié naissante, Turtle elle va remettre en question la relation qu'elle a avec son père et surtout essayer d'échapper à celle-ci, quitte à prendre le risque de mettre en jeu sa survie et sa liberté. C'est un livre vers lequel honnêtement je pense que je me serais pas dirigée, tout simplement parce que c'est pas le genre de livre que je lis habituellement de manière générale, mais je remercie ma mère de m'avoir poussée à le faire parce que c'est une énorme claque, mais vraiment je pense que c'est peut-être le meilleur livre que j'ai lu depuis ce début d'année 2021. C'est un incroyable coup de cœur alors que vraiment je ne m'attendais à rien.
Déjà, peut-être qu'on peut commencer par discuter de la plume, qui est absolument magnifique. Elle rend la lecture haletante, pleine d'émotions, elle est riche. Et ensuite, il y a l'histoire qui m'a absolument brisé le cœur. C'est une histoire de manipulation, c'est une histoire d'abus, mais aussi d'amour, même si je sais pas trop si on peut le qualifier comme tel, parce que c'est un amour qui est beaucoup trop violent pour pouvoir être défini comme ça. Dans ce livre, Turtle, ou plutôt Julia, elle est dépossédée de tout, de sa vie, de sa personnalité, de sa liberté, de ses choix et même de son nom, pour finalement n'appartenir qu'à son père. Et c'est une lecture qui est éprouvante, qui est racontée avec aussi bien habileté, agilité que précision, sans qu'on tombe non plus dans le risque d'un discours sordide, voire glauque. On est mal à l'aise, mais on est face à la réalité de Turtle, et c'est ce qui nous permet de pas tomber dans les travers de regarder un petit peu la réalité avec des œillères. Là, c'est pas le cas. On voit la réalité en face, c'est dur, c'est éprouvant, mais c'est ce qui se passe. Et c'est raconté avec une telle puissance, mais vraiment, quand je vous dis que je me suis pris une claque, c'est pas je me suis pris une claque, c'est je me suis pris une tornade en pleine face. Et puis je peux pas parler de ce livre sans parler du personnage de Martin, qui est donc le père de Turtle, et qui est un homme détestable, mais extrêmement humain malgré tout. C'est à la fois le père le plus cruel qu'on peut imaginer, mais d'un autre côté, je pense qu'on ressent quand même, quand on lit ce livre, l'amour qu'il ressent pour sa fille, même si c'est pas de la bonne manière, même si il est évidemment à remettre en question et qu'il n'y a rien de bon dans la manière dont c'est expliqué, mais il ne déteste pas sa fille, bien au contraire, je pense. C'est juste qu'il ne lui laisse aucune chance, et c'est un personnage qui est extrêmement fort. En tout cas, si vous avez le cœur bien accroché, vraiment, foncez lire ce livre. Je sais même pas quoi vous dire de plus, mais les personnages, ils sont flamboyants, ils sont complexes, ils sont déconcertants, ils sont dangereux, ils sont fascinants, ils sont bouleversants. J'essaie vraiment de donner tous les adjectifs qui me viennent en tête quand je pense à cette histoire et à ces personnages. Rien que pour ces personnages, mais aussi la plume de l'auteur, ses descriptions visuelles des paysages, de la faune, de la flore. Rien que pour l'ambiance, je pense que vous le devez lire, et Gabriel Talant a écrit une grande œuvre, je pense. Je pense que c'est un livre dont je me souviendrai très longtemps. Et voilà, j'ai terminé. Franchement, c'était pas de tout repos, mais j'ai eu pas mal de temps ces derniers mois pour lire, donc j'en ai profité. J'espère continuer avec un rythme de lecture aussi intense, parce que ça fait plaisir de lire autant de livres, et surtout de lire autant de livres qui m'ont plu, parce que majoritairement, en fait j'ai eu que des réussites. Des coups de cœur, des 5 sur 5, des 4 sur 5, peut-être 1 ou 2, 3 sur 5, mais majoritairement c'était des super lectures. Donc je suis très heureuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire lesquels livres vous voulez lire, si vous en avez déjà lu aussi, parce que c'est intéressant. Donc je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne matinée. Que sais-je. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. On dirait une signature de mail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci!